Emmanuel Macron, c'est en même temps les inégalités et une politique autoritaire. C'est bon de se souvenir de ces, non pas dérapages, mais de ces déclarations successives sur le hall de gare qui permet que les gens qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, il faut prendre la mesure quand même de cette formulation. Il suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi, que les aides et les allocations, les minima sociaux nous coûteraient un pognon de dingue. Ces multiples déclarations ne sont pas des dérapages, mais bien le produit d'une pensée, d'une politique qui incarne sa classe. 5 ans d'Emmanuel Macron. C'est long, hein? 5 ans que ce haut fonctionnaire, devenu banquier d'affaires, pour revenir dans le public ensuite, a été élu président de la République. Il se faisait passer pour un outsider, un nouveau en politique. De là, il avait aussi promis le renouveau de la classe politique française. Ces 5 années sont presque passées et nous serions bien en droit de nous demander, ces promesses ont-elles été tenues? Eh bien justement, c'est l'heure de faire le bilan. Le bilan d'un quinquennat marqué par le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites et contre la loi sécurité globale, et aussi la crise du Covid-19. Après la loi travail, la tentative de réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, une politique fiscale et sociale toujours plus inégalitaire, dictée par le démon austéritaire de Bruxelles, rarement un président de la République n'avait été aussi contesté dans la rue. Ce bilan, Attaque s'est chargé de le faire. 33 contributeurs, ce n'était pas de trop pour le faire bien et dans le détail, sous tous les angles. Santé, sécurité, droits des femmes, droit du travail, fiscalité, chômage, environnement. Autant dire qu'il s'agit d'une entreprise fastidieuse. Le bilan en question, c'est cet ouvrage. Macron, on fait le bilan, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du média Julien Rivoire. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, pour introduire un petit peu ce bilan, il y a deux notions qui l'introduiraient bien, justement, ce bilan, qui le caractériseraient bien, le résumeraient bien. C'est l'accroissement des inégalités et un autoritarisme renforcé. Oui, Emmanuel Macron, c'est en même temps les inégalités et une politique autoritaire. L'imposture Macron, on avait publié en 2018, et c'est pour ça qu'on fait le bilan, puisque en 2018, au début de ce mandat, on publie un ouvrage qui s'intitule L'imposture Macron pour dénoncer son discours qui cherchait à nous faire croire qu'en même temps, il mènerait une politique et de gauche et de droite, à la fois sociale et libérale, de défense des libertés publiques. Dès 2018, on pointait les limites de ce discours et qu'on voit après 5 ans de son quinquennat que la réalité est tout autre. C'est une politique essentiellement au service des ultra-riches, d'une toute petite minorité de la société qui a été menée, et une politique autoritaire, que ce soit dans la gestion des manifestations, que ce soit dans la multiplication des lois d'exception, une politique autoritaire pour imposer une politique fortement contestée et peu populaire. D'autre part, et il nous semble que c'est important de faire le bilan avant de rentrer dans le détail de ces mesures, de rappeler combien Emmanuel Macron, vous l'avez dit en introduction, elle produit de sa classe, elle produit d'une classe dominante, pleine de mépris et de morgue même vis-à-vis de la majorité de la population. On rappelle dans cet ouvrage, et c'est bon de se souvenir de ces, non pas dérapages, mais de ces déclarations successives sur le hall de gare qui permet que les gens qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, il faut prendre la mesure quand même de cette formulation, qu'il suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi, que les aides et les allocations, les minima sociaux nous coûteraient un pognon de dingue. Ces multiples déclarations ne sont pas des dérapages, mais bien le produit d'une pensée, d'une politique qui incarne sa classe et la politique qu'il mène au service d'une ultra-minorité de riches. Pour ce qui est de ce qui coûte un pognon de dingue, on y reviendra plus tard. Parmi les prétendues priorités du quinquennat, il y avait les violences faites aux femmes. Il avait déclaré ça en 2017. Alors depuis, où on en est, j'ai pas l'impression que les statistiques nous donnent vraiment l'impression que les choses se soient rangées. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont tous les deux ministres de l'Intérieur et ministres de la Justice. Que dire de ça? C'est sur ce sujet, comme sur d'autres, l'illustration de l'imposture
de ce « en même temps ». Emmanuel Macron qui déclare grande cause la lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat, et qui en même temps nomme effectivement Darmanin ministre de l'Intérieur, Darmanin accusé de viol et de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, Dupond-Moretti qui est connu pour ses diatribes anti-féministes. On voit bien que là, il n'y a pas du « en même temps », mais une politique qui tourne le dos à ces déclarations et ces promesses faites au début du quinquennat. Et les faits le démontrent également. Le confinement a malheureusement amplifié les violences faites aux femmes et aucune mesure réelle n'a été mise en œuvre par ce gouvernement. Et puis, que dire de l'égalité professionnelle qui est toujours introuvable. Aujourd'hui, les femmes sont toujours largement moins bien payées que les hommes, moins 28% en moyenne. Alors ça s'explique par des métiers féminins, notamment dans des secteurs du soin à la personne, qui sont quand même très utiles. Le Covid nous l'a montré, qui sont très faiblement valorisés, plus de précarité pour les femmes, et donc globalement des revenus qui sont beaucoup plus faibles. Il y a ces différentes études qui démontrent aussi que les femmes, depuis la crise Covid, les inégalités hommes-femmes en sont revenues au niveau des années 70. C'est ça. Et alors, on pourra revenir sur l'ensemble des inégalités, mais effectivement, les inégalités hommes-femmes se sont amplifiées. Alors, on pourrait dire que c'est conjoncturel, lié à la crise. Aucune mesure politique, et les politiques libérales renforcent ces inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Alors bien sûr, la crise peut accélérer, mais c'est d'une manière plus permanente liée à des politiques structurelles. Avaient été prises pour y pallier. Complètement. Alors voilà, nous on fait le bilan, mais je le dis aussi, c'est qu'au-delà de faire le bilan dans un ouvrage, je pense que le bilan il va être aussi tiré dans la rue le 8 mars prochain, avec un appel, et qu'on espère qu'il sera très suivi, à une grève féministe pour l'égalité professionnelle et contre les violences faites aux femmes. Et que là, on verra dans la rue quel bilan tirent les mouvements féministes de ce qu'a fait Macron. Justement, puisqu'on parlait de la crise Covid a révélé un autre désastre d'ampleur. On le savait déjà avant, mais ça l'a mis en exergue, c'est l'état des services de santé, des services hospitaliers, qui n'étaient même plus capables de prendre en charge les autres malades non Covid. On a sorti beaucoup de sujets là-dessus. En 2020, j'ai lu par exemple que 5700 lits avaient encore été fermés en pleine crise Covid, au plus fort de l'épidémie, au plus fort là où les nombres de morts étaient les plus élevés. C'est peut-être là où le bilan est le plus catastrophique, si on peut se permettre. En tout cas, on peut se dire que cette politique de santé incarne une politique profondément inégalitaire menée alors, par Emmanuel Macron et ses prédécesseurs. C'est, j'allais dire, dans le logiciel néolibéral que de chercher à affaiblir l'hôpital public et plus globalement la santé publique. Je pense que c'est important de rappeler que la réduction des dépenses publiques s'opère via un transfert et une volonté de transfert vers le privé. Alors, petit rappel avant de rentrer dans les précisions, c'est qu'on a un service en France, un service de santé qui est principalement financé par la sécurité sociale. Les discours néolibéraux depuis une décennie nous expliquent que pour régler le chômage, pour faire face à la compétitivité internationale, etc., il faut baisser le coût du travail via notamment la baisse ou les exonérations de cotisations sociales. Moins de recettes pour la sécurité sociale crée de fait un trou de la Sécu, le fameux trou. Depuis 1994, il y avait une garantie qui n'était pas toujours tenue, mais en tout cas un engagement de l'État à ce que les mesures prises de baisse de cotisation soient compensées via l'impôt par l'État pour pas que ces mesures de baisse de cotisation sociale créent le fameux trou de la Sécu. Ça n'a pas toujours été totalement cas, mais Macron rompt complètement avec cet engagement de l'État. En 2019, il réintroduit des exonérations de cotisations sociales, et puis en 2018, là, il a supprimé le forfait social, qui était une contribution de l'employeur à la sécurité sociale. De fait, on crée le trou de la sécurité sociale qui était en train d'être résorbé avant la crise
la crise Covid. Or, on a besoin, et c'est une bonne nouvelle, qu'on ait besoin de dépenses de santé. C'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on est on a des besoins de prise en charge dans une société où on vit plus vieux et on pourrait s'en satisfaire. Et donc, ça pourrait être un choix politique que de se dire qu'on alloue des ressources, parce qu'on a des moyens dans ce pays, qu'on alloue des ressources pour une santé publique. Les libéraux, ce que je disais au début, c'est qu'ils ne cherchent pas forcément à réduire l'ensemble des soins de santé. Ils cherchent surtout à en marchandiser une grande partie et à créer de fait un système à deux vitesses. Un système de santé publique minimal, dont le périmètre et la qualité se réduisent. C'est l'état de l'hôpital public. Notamment. Et puis, un développement, une amplification, le périmètre qui s'agrandit d'un secteur privé de la santé qui va être pris en charge par celles et ceux qui le peuvent via des mutuelles. Et donc, on a un système profondément inégalitaire qui est en train d'être mis en place. Alors, mis en place sous les gouvernements Sarkozy, Hollande, amplifié et qui est un système qui perdure avec ce gouvernement Macron. Et effectivement, derrière cette question de santé, qui est un enjeu vital, on voit bien là combien ces politiques néolibérales sont profondément injustes. Quand même, pour rappel, nous avons dans ce pays un écart de l'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers de 6 ans. C'est-à-dire qu'à 35 ans, un ouvrier a une espérance de vie inférieure de 6 ans à un cadre. Un système de santé aussi inégalitaire, c'est-à-dire qui permet surtout à ceux et celles qui ont les moyens de se payer des bonnes complémentaires santé, va sûrement pas corriger cette inégalité d'espérance de vie, mais au contraire les amplifier. Ouais. Justement, les inégalités, on en parle, c'est aussi le gros défaut du bilan d'Emmanuel Macron, parce qu'on parlait tout à l'heure de ses phrases méprisantes, mais on évoquait aussi en introduction la réforme de l'assurance chômage, il y a eu la hausse de la CSG, la volonté de réformer les retraites, les différentes lois travail qu'il y avait déjà eu avant sous Hollande, puis qui a été amplifiée sous sa mandature. Là aussi, c'est un désastre. C'est un désastre. Un désastre annoncé en tout cas. C'était un désastre annoncé et qui se vit aujourd'hui au quotidien par un grand nombre de salariés, de précaires. C'est toute une conception de l'emploi et même du rapport au travail qui est mis en œuvre par Emmanuel Macron et par le macronisme. C'est-à-dire que le droit social n'est plus là pour protéger les individus des aléas de la vie. Mais il y a une conception très individualiste qui consiste à penser que nous sommes acteurs de nos vies, responsables de notre situation. C'est une rhétorique très libérale. Très libérale. Et que Macron emploie tout le temps. À tout le temps, et que nous serions complètement libres de toute façon de travailler dans les conditions telles qu'elles nous sont imposées, avec les contraintes du métier telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'il aime tant l'auto-entrepreneuriat. Bien sûr, voilà. Et le gouvernement Macron a eu de cesse effectivement de développer cette politique. Alors symboliquement dans les discours, je l'ai évoqué précédemment, et puis très concrètement, c'est la réforme de l'assurance chômage qui se vit là très concrètement pour des dizaines de milliers de personnes, avec un calcul des droits qui est bien sûr défavorable aux allocataires, avec un durcissement du seuil d'accueil de 6 mois à 4 mois, de 4 mois à 6 mois pour accéder aux allocations qui pénalisent de fait les plus précaires. Et puis sur la retraite, effectivement, une tentative, alors qu'il y a un vieux projet libéral qui n'appartient pas que à Macron, de mettre la main sur cette manne financière pour aussi privatiser de fait et marchandiser un choix et revenir sur un choix politique dans notre société, de mutualiser, de socialiser cette solidarité entre les générations. C'est d'essayer de mettre en place un système effectivement qui va pénaliser les personnes aux carrières courtes, les femmes principalement. C'est un système sur lequel on a réussi par la mobilisation à mettre un coup d'arrêt, mais nous savons d'ores et déjà que c'est là, pas dans le bilan,
mais dans les perspectives pour Emmanuel Macron et qu'il va falloir construire une mobilisation, informer sur le fait que notre système de répartition est viable aujourd'hui. Et on n'a pas le temps aujourd'hui de développer, mais il y a un certain nombre de rapports, y compris officiels, qui le montrent. Et que le système tel qu'est proposé, qui est dans les cartons du macronisme, est la retraite par points, qui, sous prétexte d'être plus juste ou égalitaire, est de fait très pénalisante pour toutes les carrières heurtées, les carrières les plus précaires, celles et ceux qui sont déjà dans leur vie active en difficulté. Entre la retraite et le chômage, il y a aussi ceux qui ont des boulots non... ceux qui font l'objet de CDD d'usage, par exemple, ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, la restauration, ce qu'on peut appeler aussi les intermittents de l'emploi, parce qu'ils ne sont pas sous le régime de l'intermittent, ils n'ont pas de régime spéciaux comme les intermittents du spectacle, mais ils ont aussi un travail discontinu. Oui, ils pourraient payer la facture, sachant que derrière, et c'est un peu comme sur la santé, son modèle vise aussi à niveler par le bas cette solidarité intergénérationnelle, tout en favorisant, y compris via des exonérations fiscales, en favorisant le recours à l'assurance privée pour celles et ceux qui ont les moyens. Donc on a toujours ce système, ce double système, un minimum insuffisant pour la majorité et libre à celles et ceux qui ont le plus de revenus, y compris qui sont favorisés, on va y venir par la fiscalité de Macron, de se tourner vers le privé pour garantir une retraite plus favorable. Oui, alors justement, là c'est là qu'on va attaquer le vif du sujet de sa politique fiscale. Il met la pression sur les classes populaires, sur les travailleurs précaires, quels qu'ils soient, les retraités précaires aussi, avec la hausse de la CSG, la réforme des retraites qui est toujours dans les cartons. Et en même temps, on a des avantages fiscaux qui ont été votés pendant tout le quinquennat, la flat tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression de l'ISF. Et puis des niches fiscales en pagaille, évidemment, c'est lui qui était à l'initiative du CICE, puis il y a toutes les autres niches fiscales problématiques, comme la niche Copé, on y reviendra, voilà, qui sont tout autant de manques à gagner pour l'État. C'est une politique qu'on pourrait qualifier d'inégalitaire. Oui, de très inégalitaire. Le bilan est là. C'est l'aspect du bilan, je pense, le plus connu peut-être de Macron, le plus emblématique. Le président des riches, hein, c'est le président des riches. C'est aussi des revendications des Gilets jaunes, justice fiscale. Tout à fait. On l'a retrouvé dans les mouvements à l'époque. On l'a retrouvé très rapidement. Alors, de fait, parce qu'il s'en est jamais caché, qu'il allait mener une politique pour les ultra riches, en essayant d'habiller tout ça et un petit enrobage, en nous expliquant que tout cela allait bénéficier à tout le monde via le ruissellement magique, qui allait permettre à l'ensemble de la population de bénéficier de ces cadeaux faits aux ultra-riches. On a vraiment une politique très cohérente, encore une fois, chez Macron, de soutien aux revenus financiers, avec un triptyque, baisse de l'impôt sur les sociétés, qui permet aux entreprises, notamment aux grandes entreprises du CAC 40, de verser davantage de dividendes. La mise en place du prélèvement forfaitaire unique, qui permet aux bénéficiaires, justement, de ces revenus financiers, de ne plus être soumis à un impôt progressif, mais à un impôt forfaitaire, et donc de payer moins d'impôts sur le revenu via cette mesure. Oui, et puis enfin... Parce que, pardon, je te coupe, mais la flat tax, c'est un peu l'effet pervers, sans doute, prévu par Emmanuel Macron, dans le sens voulu, c'est que on remarque que maintenant, les patrons d'entreprise ne se payent plus nécessairement en salaire, mais justement en revenus boursiers ou financiers, parce que vaut mieux payer 30% de flat tax que 45% de tranche marginale de l'impôt sur le revenu. Bien sûr. Ce processus, en tout cas, de financiarisation, y compris des revenus des grands dirigeants, n'émerge pas ou n'apparaît pas avec Macron, mais est favorisé et facilité par Emmanuel Macron, qui, troisième mesure, au-delà du PFU, et ça va dans le même sens, avec une suppression de l'ISF, remplacée par un impôt sur la fortune immobilière, mais qui de fait exonère, encore une fois, les ultra-riches bénéficiant de ces revenus fiscaux, enfin de la finance, pardon, exonérant de la solidarité nationale et donc leur permettre de faire sécession vis-à-vis de la société en ne payant pas leur juste part d'impôt. On a là, vous l'avez dit en introduction, un président qui vient aussi d'un certain milieu, banquier d'affaires, et donc qui est nourri
par ce capitalisme financier pour lequel il a mené une politique. L'ISF est emblématique. Il le savait que ça serait peu populaire, mais il le fait pour marquer une orientation politique, compris parce que ce n'est pas tel qu'il était, même de son point de vue libéral, une ressource qui était telle qu'il devait absolument faire ce cadeau-là. Hein. Les cadeaux du PFU ou de l'impôt, la baisse sur l'impôt sur les sociétés sont plus importantes. Mais l'ISF est emblématique de ce qu'il voulait dire et de ce qu'il voulait faire et de ce qu'il nous envoyait, enfin ce qu'il renvoyait à l'ensemble de la société. Les libéraux, effectivement, tu parlais de ruissellement. Ces avantages fiscaux étaient censés aussi supposer motiver l'investissement, etc. Là aussi, en fait, ce bilan-là, il est aussi désastreux parce qu'en fait, c'est même pas nous qui le disons, c'est France Stratégie dans un rapport qui explique qu'en fait, que ce soit en termes de départ de domiciles fiscaux et aussi bien d'investissement, les effets escomptés par Emmanuel Macron, en tout cas ceux qu'il prétendait voir naître, n'ont pas lieu. En fait, il y a l'investissement n'en repart pas, les domiciles fiscaux continuent de s'en aller. France Stratégie le rapport de France Stratégie est assez clair là-dessus. C'est ça, on reprend le rapport de France Stratégie parce que c'est important, voilà, ce n'est pas une officine d'attaque. Les services même du gouvernement font le bilan de cette politique de ruissellement qui était une fable que l'ensemble des économistes sérieux pouvaient déjà dénoncer en 2017-2018. Là, les faits sont têtus, comme disait l'autre, et on voit bien que cette politique ne mène à rien, n'est pas efficace d'un point de vue économique, en tout cas par rapport à ce qui avait été promis, si ce n'est effectivement de favoriser l'enrichissement de quelques-uns qui bénéficient, c'est France Stratégie qui le dit, c'est 40 000 foyers fiscaux, c'est 0,1% de la population. Prenons la mesure d'une politique favorable à 0,1% de la population française. On a là effectivement une politique qui n'a pas d'effet escompté promis, si ce n'est pour une classe dominante qui est bien servie. Emmanuel Macron avait affirmé, lorsqu'il avait mis en place cela, c'est toujours l'imposture Macron dans ses œuvres, qu'il regarderait les effets et qu'il corrigerait sa politique si les effets escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Le rapport France Stratégie est sorti. Emmanuel Macron n'est jamais revenu sur ses politiques et annonce d'ores et déjà que dans son programme à venir, il ne remettra pas en cause la politique fiscale qu'il a mis en œuvre. Pourtant, vous évoquez dans le bouquin un rapport du Comité pour un audit citoyen de la dette publique qui estime que 59% de la dette provient des cadeaux fiscaux, parce que c'est aussi ça qu'en jeu, on nous parle tout le temps de la dette, sans arrêt de la dette. Les politiques en termes de services publics auxquels on a affaire sont des résultantes de la rhétorique austéritaire de Bruxelles, de l'Allemagne, etc. Donc 59% de la dette provient des cadeaux fiscaux. Et Philippe Léger, qui est économiste atterré, estimait, il disait que c'est pas exact, on ne peut pas faire d'estimation exacte, mais que le manque à gagner au niveau en termes de recettes fiscales provoquées par les niches fiscales, donc le CICE, la niche Copé, etc., pourrait s'estimer autour de 100 milliards d'euros par an. Et d'ailleurs, on rappelle encore que Macron est l'artisan du CICE. Alors cette dette-là, en fait, elle serait facile à résorber si en fait on faisait un petit peu le boulot d'aller chercher l'argent de là où il se trouve. Exactement. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Première chose à rappeler sur la dette, parce qu'on a le discours, et là ça va revenir très fort, y compris dans la campagne, sur... Là, vous comprenez, il faut mener une politique de bon père de famille, discours à la fois erroné en termes économiques, un peu patriarcal sur les bords, avec le modèle du bon père de famille. Erroné parce que l'État peut s'endetter de manière continue, il fait rouler sa dette. C'est pas comme un ménage, puisque l'État, a priori, est comme une entreprise. C'est pas comme une entreprise, puisque l'État a priori une vie perpétuelle. La première chose à rappeler, c'est que la dette, c'est positif, il y a une bonne dette.
On a besoin de s'endetter pour mener des investissements. On a affaire à des enjeux environnementaux majeurs, climatiques, et on a besoin, pour financer la bifurcation écologique et sociale, de mener des investissements importants et donc de s'endetter. Ça, c'est une chose. Puis, ensuite, il faut regarder effectivement quelle est la part et comment on peut comprendre l'endettement. Est-ce que l'endettement s'explique par des investissements pour des hôpitaux, des écoles, pour la bifurcation écologique et sociale, ou est-ce que la dette s'explique par des recettes qui ont été supprimées, une baisse des recettes, et ou par des taux d'intérêt trop élevés. Bon, alors c'était en 2014, mais aujourd'hui on pourrait faire le même travail, puisqu'au moment de la crise grecque, le collectif pour un audit citoyen de la dette, dans lequel Attac était très investi, a effectivement estimé, et pas estimé, c'était à partir de rapports de la Cour des comptes notamment, etc., que la dette à l'époque était constituée, ou en tout cas s'expliquait à 60% environ, par des baisses de recettes. C'est la même chose sur la santé, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette politique libérale qui consiste à baisser les recettes pour ensuite nous dire que les caisses étaient vides et donc que nous ne pouvions pas mener une politique sociale et solidaire. En fait, même son objectif de résorber la dette, ça aussi, ça ne sera jamais atteint, puisque en fait, la dette continue de se creuser à cause des cadeaux fiscaux qu'il fait sans arrêt depuis le début de son quinquennat. Alors, en partie, il y a une autre partie de dette qui s'explique. 59%, alors, 59% en 2014. Là, il faudrait faire ce travail, justement, mais il faudra aussi attendre un peu et on aurait besoin de plus de transparence, notamment sur toutes les aides qui ont été déversées sans aucun contrôle et aucune conditionnalité sociale ou économique. Mais on a vu que l'État, et on ne remet pas en cause, que l'État a justement pallié pendant la crise Covid aux déficiences du marché. Bon, c'est bien la preuve qu'on a besoin d'une intervention publique et que l'économie ne peut pas se résumer à l'autorégulation magique du marché. Bon, fermons la parenthèse. Donc, sur la dette qui vient, il y a une partie qui va s'expliquer par la dette dite Covid, liée aux 2 années qu'on a pu vivre, et puis une partie de la dette, effectivement, qui se constitue par des cadeaux fiscaux faits aux plus riches, et c'est presque le double effet qui se coule de la dette en plus, parce que ces plus riches bénéficient davantage de ressources via des exonérations fiscales, ressources qui vont pouvoir, lorsque les taux d'intérêt vont augmenter, faire fructifier sur des marchés financiers qui vont prêter aux États qui sont obligés de se financer sur les marchés financiers. On est dans un système qui effectivement totalement injuste et inefficace pour répondre aux urgences de l'heure qui sont sociales et écologiques. Pour finir, l'autre volet important, en tout cas l'autre aspect important de la présidence Macron, c'est, pour mettre ça à côté du néolibéralisme, il y a aussi l'autoritarisme. On se souvient des violences qui avaient déjà eu lieu pendant les manifestations des cheminots, les grèves des cheminots, les grèves perlées de 2018. Alors ça a été encore bien plus exacerbé sous les gilets jaunes. On se souvient des mutilés gilets jaunes, perdus des mains, des yeux, etc. Il y a eu la loi Asile et Immigration. Il y a eu la loi Sécurité Globale. Il y a eu sa gestion de la crise Covid aussi, où d'un côté il parlait sans arrêt de responsabilité individuelle, la rhétorique libérale, l'éternelle rhétorique libérale, et en même temps une espèce de gestion qui visait à essayer de cajoler au maximum les anti-masques. À l'époque, c'était des anti-masques. Ce terme était même sorti à l'époque où on parlait de gouvernement thatchero-trumpiste. Quel constat vous faites, vous, à Attac, de cette gestion autoritaire de l'État ? On a un néolibéralisme ultra-autoritaire qui ne s'arrête pas aux frontières de notre pays. On a un néolibéralisme aujourd'hui qui a failli à construire un projet enviable et à avoir l'adhésion large de nos concitoyens en France, mais ça se retrouve dans d'autres pays. Et que l'arme de la répression est utilisée dans un certain nombre de pays, on pourrait développer. Et vous avez très bien noté
combien la succession des lois d'exception, la répression des mouvements sociaux, la dissolution maintenant d'associations ou les menaces, on pense aux sites d'information non révoltés, etc. Donc on a un dispositif ultra autoritaire. Est-ce que c'est du Thatchero-Trumpisme? Je me méfie toujours des analogies. La formule est un peu provocatrice, c'est volontaire, mais... Mais c'est pour marquer effectivement qu'on a un néolibéralisme. On n'a pas un libéralisme qui serait en même temps économique et politique, garantissant les droits et les libertés publiques. On a effectivement un néolibéralisme ultra-autoritaire. Après, Macron n'est pas Trump, parce que sinon, on met où Zemmour. Voilà, c'est pas exactement forcément les mêmes bases sociales, etc. Et j'espère que Macron ne restera pas dans l'histoire comme Thatcher. Et c'est à nous de faire en sorte que Thatcher, qui a réussi quelque part son coup de force et d'imposer la contre-révolution néolibérale, même si Macron nous a fait mal, et on l'a vu avec le bilan, les mouvements sociaux ont mis des coups d'arrêt. C'est les Gilets jaunes, c'est aussi le mouvement contre les retraites, qui est un marqueur de l'impossibilité pour l'instant des néolibéraux à complètement imposer leur modèle ici en France. Et donc Macron n'est pas Thatcher en ce sens où il n'a pas réussi à défaire le mouvement ouvrier et à complètement imposer la contre-révolution néolibérale. C'est à nous, mouvements sociaux, en lien avec les mouvements syndicaux, etc., à construire la résistance pour faire échouer son entreprise et faire en sorte qu'il ne reste pas dans l'histoire. Au-delà de la petite provocation, du petit mot valise provocateur, dans les débats à gauche, on dit souvent que Macron flirte avec l'extrême droite, en tout cas avec les milieux conservateurs. Aujourd'hui, on a quand même, peut-être qu'on pourrait aussi appeler un chat et dire qu'il a gouverné aux portes de l'extrême droite ou dans l'antichambre de l'extrême droite, et qu'aujourd'hui, on a quand même 2 candidats d'extrême droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour, qui sont à 15%. Peut-être l'un des deux sera au second tour. Donc après, avec le report de vote, on ne sait pas du tout à quel niveau se situera le rapport de force entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Est-ce que la politique d'Emmanuel Macron n'a pas permis cette conjoncture politique, celle à laquelle on a affaire maintenant, à la veille de l'élection présidentielle? Évidemment, Emmanuel Macron, par ses choix politiques, par son entourage, je pense notamment à Jean-Michel Blanquer, on n'a pas parlé d'éducation, mais on aurait pu en dire beaucoup. Darmanin, voilà, il y a un certain nombre de tristes personnages qui participent du fait de faire sauter les digues. Sarkozy, en son temps, avait aussi fait sauter un certain nombre de digues. Là, on a un gouvernement qui, par des lois, par des discours, continue à faire sauter ces digues et quelque part à dérouler le tapis rouge à l'extrême droite. Bien sûr alors pour des jeux, des calculs politiques, bien sûr qu'il joue un jeu très dangereux. L'extrême droite, on s'en souvient, on le sait, au Brésil avec Bolsonaro, combien ça libère des énergies violentes et de haine et qui se retournent toujours contre les mouvements sociaux et les organisations syndicales. Donc c'est une menace aujourd'hui que l'amplification du poids de l'extrême droite dans notre société, y compris de ces groupes violents et militants de l'extrême droite. Et Emmanuel Macron et son gouvernement ont une responsabilité évidente dans la situation politique de ce pays. Pour conclure, si Emmanuel Macron venait être réélu en mai 2022, à quoi, petit Photon, s'attendait? Est-ce que ça va être pire encore? Quel cauchemar. Et évidemment, on n'a pas envie de se réveiller fin avril avec un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. On voit pourtant tous et toutes là, au vu de la dynamique de campagne, que le barycentre pour l'instant tombe plutôt à droite. Alors après, rien n'est jamais joué. On sait que si Emmanuel Macron
ou Valérie Pécresse. Je veux dire, c'est le même agenda politique. Et je ne parle pas de Zemmour ou de Le Pen qui partagent de fait les mêmes politiques et les mêmes options ultralibérales et violentes. On sait bien que ça sera du travailler plus avec une remise en cause des retraites, que c'est la fin en tout cas la volonté de mettre à bas les statuts et les protections sociales encore plus, de briser l'ensemble des collectifs et des solidarités. Après, rien n'est joué dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire que, alors pour nous, Attaque, on est là pour les mouvements sociaux, on ne mènera pas campagne sur la présidentielle, mais on aspire à avoir un printemps des luttes et des mobilisations, avec un agenda qui est important et qui est en train de se construire. Le 8 mars, j'en ai parlé. Le 12 mars, avec des mobilisations pour le climat. Le 17 mars, avec une mobilisation qui vient d'être appelée par les organisations syndicales pour les salaires et le pouvoir d'achat, avec une journée de grève. Le 19 mars, une manifestation contre le racisme, etc., etc. Donc on va avoir des mobilisations importantes au mois de mars qu'il faut qu'on réussisse, qu'on amplifie. C'est la réponse des mouvements sociaux à la tonalité politique de ce pays pour faire en sorte que les vraies questions, l'urgence écologique, sociale, démocratique, soient au cœur des débats publics, pour qu'on fasse avancer aussi nos idées, nos alternatives, nos propositions. Et puis, écoutez, si au mois de mai, la traduction politique dans les urnes confirme, je veux dire, l'ascendance d'une politique ultralibérale, on sera encore là. On sera là pour défendre nos conquis sociaux, contre leurs projets de retraite, etc. etc. Et bien sûr que les choses ne sont jamais données d'avance. Emmanuel Macron, ni personne ici ne pensait voir les Gilets jaunes émerger en 2017. Et donc, c'est ça. Et la colère sociale est forte dans ce pays. On sait très bien qu'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron ou de ses concurrents, de ses faux concurrents ultralibéraux, ne va résoudre aucune des questions qui ont été posées par les mobilisations qui ont marqué ce quinquennat. Merci beaucoup, Julien Rivoire. Merci à vous, merci aux médias. C'est grâce à vous, citoyens qui financez le média, que nous pouvons vous proposer ce genre d'émission, où nous pouvons inviter des experts, des intellectuels, ceux qui donnent une autre voix que celle de la doxa néolibérale. C'est grâce à ça que j'ai pu interviewer Julien Rivoire d'Attaque sur le bilan d'Emmanuel Macron, qui n'est pas bien reluisant. Pour que le média puisse continuer à vous proposer ce genre de sujet, ces interviews, puisse vous proposer des enquêtes, commenter l'actualité sous un autre angle, vous pouvez nous financer, vous pouvez aller sur le site lemediatv.fr et devenir sociaux, vous abonner, faire un don. Merci beaucoup.